Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être là cet après-midi. Prenez le temps, installez-vous dans le fond calmement. Le temps qu'on se présente, vous avez le temps de trouver un siège. Il y a encore quelques places libres devant si vous le souhaitez. Je m'appelle Sébastien Stormack, je suis Technical Evangelist pour AWS en France. Et pendant cette session, pendant les 45 prochaines minutes que nous allons passer ensemble, on va parler serverless, on va parler développement d'applications front-end et on va parler d'un outil ou d'un service qui est relativement méconnu encore aujourd'hui chez AWS qui s'appelle Amplify. Et tout à l'heure, j'aurai le plaisir d'avoir Aurélien Capdecom avec moi. Aurélien est CTO de 20 minutes et il viendra faire part de son retour d'expérience de l'adoption de serverless et de Lambda chez 20 minutes. Alors, si on se demande quelle est la journée typique d'un développeur, je suppose que vous êtes tous de proche ou de loin dans le monde du développement ou proche des développeurs aujourd'hui. La journée typique d'un développeur, c'est avoir un product manager ou un scrum master, ça dépend comment vous l'appelez dans votre société, qui vient voir le développeur en disant « Ah, on a besoin de cette nouvelle fonctionnalité ou de cette nouvelle application, c'est pour tester parce que nos concurrents font la même chose et by the way, on a besoin de ça pour la semaine prochaine et j'ai pas de budget, donc tu es tout seul ou toute seule. » Et je veux pas un truc qui me coûte trop cher d'ailleurs, je veux pas d'investissement avant même de commencer le projet, on paye uniquement pour ce qu'on a besoin. Est-ce que tu peux me faire ça, d'accord? Et en général à ce moment-là, c'est là qu'on a envie de se pendre ou de changer de boulot, d'aller vendre des cocktails sur une plage quelque part où il fait beau. Et avec le cloud, en fait, on peut dire oui, pourquoi pas. Et surtout avec l'approche serverless, il y a moyen de s'en tirer avec ce genre de requirement. Je vais essayer de vous montrer comment. Donc je vais parler serverless, je vais parler AWS évidemment. Ça, ce sont les résultats de Stack Overflow Developer Survey l'année passée. La survey 2019 n'a pas encore été publiée, en tout cas dimanche, elle n'était pas encore publiée, qui montre que les technologies les plus appréciées ou les plus appréciées des développeurs sont serverless à 75%, AWS à 68%. Comme on va parler de serverless et d'AWS ici, j'espère que j'ai au moins 68 ou 75% des gens qui sont avec nous pour cette session. Alors serverless, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de serveur. Au final, il n'y a pas de magie, il faut bien des racks quelque part, il faut bien du silicone, il faut bien du CPU, de la mémoire, etc. Serverless, la manière dont nous le définissons chez AWS, c'est 4 critères essentiels. Le premier, c'est que ce n'est pas vous qui gérez les serveurs. Donc on arrête de racker, comme a dit Gilles dans la keynote ce matin, on arrête de racker des serveurs, de mettre des serveurs dans des racks, on arrête d'acheter du métal et du silicone. C'est nous qui gérons les serveurs. Pourquoi? Parce que gérer un serveur, ce n'est pas votre métier. À moins que vous travailliez chez AWS dans un data center ou dans un autre fournisseur de cloud, c'est pas votre capacité à mettre dans des racks des serveurs et installer Linux et à gérer et opérer au quotidien des backups, des patchs de Linux, de Windows ou que sais-je, qui fera de votre application une meilleure application comparée à ses concurrents ou qui rendra plus de services à vos utilisateurs. Votre métier, c'est pas de gérer du silicone ou de gérer des machines et des systèmes d'exploitation. Votre temps, il doit se mettre là où il y a de la valeur ajoutée pour vos clients, que ce soit des clients internes ou externes, et donc il doit se mettre sur le développement d'applications, le développement de fonctionnalités. Ceci, tout le monde doit le faire, que vous soyez une banque, une boîte d'assurance, dans le secteur public, une ONG, dans la presse, dans les médias, tout le monde doit faire la même chose. C'est ce qu'on appelle en anglais du undifferentiated heavy lifting, moi j'appelle ça de la plomberie, tout le monde doit y passer, il n'y a aucune valeur ajoutée pour vous. L'autre aspect, c'est que vous pouvez commencer petit et du serverless va grandir avec vos besoins. Donc vous pouvez commencer avec 2-3 fonctions lambda ou avec quelques mégabytes de stockage ou une table DynamoDB. Et si demain votre application a beaucoup de succès et que vous avez des millions d'utilisateurs, ce que je vous souhaite, il n'y a rien à changer dans votre infrastructure. Il n'y a pas d'opérateur, de sysops, il n'y a pas d'achat à faire en plus pour avoir plus de matériel. Nous, AWS, nous allons faire grandir votre infrastructure pour vous automatiquement. Nous avons conçu ces services pour qu'ils soient hautement disponibles, répliqués sur plusieurs zones de disponibilité à travers une région. Donc ce n'est pas à vous d'insuffler de la haute disponibilité. Il y a quelques règles de base et des best practices à respecter évidemment, mais vous n'avez pas de cluster à monter, vous vous souciez de répliquer des données d'un data center à l'autre. C'est inclus, c'est compris dans les services. Et enfin, vous ne payez que ce que pour vous utiliser, c'est-à-dire si vous n'utilisez pas, vous ne payez pas.
retenez ça. Si vous n'utilisez pas, vous ne payez pas. Si personne n'appelle votre fonction lambda, si vous avez 0 bit de stockage sur S3 ou pas de table DynamoDB, ben on ne vous facture pas. Donc il n'y a pas de coût d'entrée. Il ne faut pas acheter un abonnement, une licence ou des choses comme ça. Et vous ne payez que ce que vous allez utiliser. Et moi, je voudrais rajouter encore un truc, c'est que le serverless, ce n'est pas que le compute, ce n'est pas que les fonctions lambda. C'est souvent ce dont à quoi vous pensez ou ce dont la plupart des gens pensent quand on parle serverless. Mais serverless, c'est n'importe quoi qui respecte ces 4 conditions. Si vous pensez à S3 qui a 13 ans, qui existait avant même que le mot Cloud existe, avant même que le mot serverless existe, S3 respecte ça. S3, c'est du stockage d'objets serverless. Il n'y a pas de serveur à gérer, vous payez qu'à l'utilisation, c'est designé pour la scalabilité, et vous ne payez que ce que vous utilisez. Si vous n'utilisez pas S3, vous ne payez pas S3. DynamoDB, même chose. API Gateway, même chose. AppSync pour les applications GraphQL, même chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas uniquement que du compute. Code, API, outils de développement, base de données. Les bases de données, DynamoDB peut être en serverless aussi. Le serverless, ce n'est pas que le compute. Une compagnie française, une société française que vous connaissez bien, 20 minutes, que vous lisez peut-être le matin dans le métro, a investi massivement sur du serverless en refactorant des applications. Et je voudrais donner la parole à Aurélien Capdecom, CTO de 20 minutes. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélien Capdecom, CTO de 20 minutes depuis 3 ans, début 2016. Juste un petit sondage, qui lit 20 minutes dans la salle? À main levée. Voilà, c'est un peu décevant. Et qui pense que 20 minutes est techniquement innovant? Bah, ceux-là, je les connais presque. Voilà. Ok, ça fait très mal souvent. Je vais vous donner les 2 slides marketing classiques, désolé, vous y couperez pas. Donc 20 minutes, ça existe depuis 2002, lancé début 2002. Journal gratuit, bien sûr, au départ uniquement présent sur le papier. Il y a quelques dates à retenir dans cette frise, je ne vais pas toutes vous les énumérer parce que c'est relativement laborieux. Ce qu'on note surtout chez nous, c'est que 2013, on a fusionné les rédactions. Ça veut dire que 2013, nous, on achève la transformation digitale, celle dont on vous parle tout le temps et partout. Ben nous, 2013, c'est terminé. 2013, tout contenu que vous trouvez dans le journal papier le matin dans le métro, vous l'avez déjà en ligne la veille ou le même jour. Voilà. Et puis, à partir de 2016, c'est là qu'on amorce un petit peu le virage, où on se dit il y a peut-être une opportunité à faire des choses sur le cloud. On a testé plusieurs, on a finalement retenu AWS. Et à partir de 2016, on commence à lancer des produits qui retranscrivent vraiment la philosophie de 20 minutes, à savoir engager le lecteur dans l'information. C'est un secret pour personne, on est dans une époque où il y a une certaine défiance envers les médias. Nous, 20 minutes, par la rédaction au départ, puis par tout le marketing et le business qui est autour, on a toujours voulu intégrer les lecteurs dans la manière dont on conçoit l'information. Ça passe par un bot Messenger, robot conversationnel qu'on lance en 2016, qui est notre premier pas serverless au sens propre du terme, full serverless. On enchaîne ensuite en étant le premier média français présent sur Alexa, toujours en serverless. Et puis 2018, c'est là où on met un petit peu de machine learning dans le CMS pour assister à la rédaction et justement permettre aux journalistes de plus se concentrer sur comment j'anime une communauté et comment j'informe une communauté plutôt que de perdre du temps à taguer un article quand j'ai pas besoin de le faire et qu'une IA peut le faire à ma place. Tout ça, ça conduit aujourd'hui à avoir à peu près 22 millions de lecteurs par mois. Qui ventilent sur différents supports. Vous voyez qu'on est nettement devant sur mobile par rapport au desktop. Ça aussi, ça retranscrit bien les usages. Et on s'est transformé finalement en un journal qui est devenu un éditeur de news qui publie un journal. Au final, le journal papier que vous lisez le matin dans le métro, ou peut-être en PDF, c'est juste une manière pour nous de vous donner l'information, mais vous l'avez clairement ailleurs, sur mobile, desktop et sur tablette. Et comme je l'ai dit avant, sur Alexa ou via un bot Messenger. Dans cette optique, nous, de toujours intégrer le lecteur, ce mode participatif, qui est un mot qu'on reprend souvent chez 20 minutes, on a fait un constat. L'année dernière, on s'est dit, OK, on veut intégrer le lecteur, mais on a une vieille application qui tourne depuis 2013, un gros monolithe qui fait à la fois back-office, front-office, et les utilisateurs, pour se connecter, ils passent par cette application qu'on ne peut pas faire évoluer parce qu'on est sur une infra on-premise, que c'est compliqué de monter les versions de PHP, etc. etc. On s'est dit, ben là, on a le use case pour redévelopper une brique complètement dans le cloud, complètement serverless, et qu'on
qui va permettre d'initier un petit peu tout ce qu'on va faire par la suite et dans les mois à venir et que vous découvrirez, j'espère, si vous devenez lecteur de 20 minutes, c'est-à-dire d'engager encore plus les gens avec l'information que fournit 20 minutes. Donc on est passé de ce vieux formulaire de login à celui-là. Alors sur l'image, ça ne change pas grand-chose, à part qu'ici, on a peut-être un petit peu arrondi les angles, on va dire. Mais concrètement, sous le capot, ça change vraiment beaucoup, parce qu'on passe de quelque chose de très classique, hein, du PHP, Symfony, du Apache et du MySQL, à du Node.js, du React, du GraphQL et du Aurora. Donc là, c'est vraiment un paradigme complètement différent. Et le tout, bien sûr, pour coller au mieux avec Lambda et avec la scalabilité qu'apporte notamment Node.js, qu'on soit dans Lambda ou ailleurs d'ailleurs. Donc si je vous fais un petit peu le parcours d'un utilisateur aujourd'hui, le cas d'usage qu'on a sur cette application, admettons que, je ne sais pas, moi, Aurélien, je veux créer mon compte chez 20 minutes. Je vais tomber sur l'application front-end qui est développée en React. Donc aujourd'hui, notre application front-end qui gère les connexions, les commentaires ou les inscriptions, c'est 2 fichiers JS posés dans un bucket. Vous tombez aujourd'hui sur le domaine membre.20minutes.fr, c'est juste un bucket S3 qui vous répond. Donc là, clairement, pour nous, le gain déjà en termes humains, ça veut dire qu'il n'y a que du développeur, il n'y a plus d'ops. Et on a un pipeline qui dépose simplement un fichier dans un bucket. Donc moi, en tant qu'utilisateur, je vais tomber sur cette application. Quand je vais m'inscrire, elle va appeler notre API qui est en GraphQL. On va utiliser le service API Gateway qui est fourni par AWS. Et API Gateway va enchaîner la demande en transmettant la demande d'inscription à Lambda. Il veut dire, voilà, je suis dans tel contexte, j'ai un post sur un nouvel utilisateur qui veut s'inscrire, j'invoque tel Lambda. Cette Lambda va faire son petit travail, elle va enregistrer ça dans Aurora. Et la Lambda va répondre à l'utilisateur, eh ben c'est très bien, tu es inscrit, maintenant tu peux venir commenter sur le site. Par contre, n'oublie pas qu'à un moment, tu vas recevoir un mail pour activer ton compte. Et pour recevoir ce mail, justement, l'écriture dans Aurora déclenche une autre Lambda. Donc on a vraiment un système qui est basé sur les événements, qui va aller déposer un message dans une file d'attente SQS. Alors on aurait pu le faire en direct, on aurait pu rendre tout de manière synchrone, mais le fait de rendre de manière asynchrone, ça offre une meilleure résilience en cas d'incident sur un des services. Donc chaque écriture côté Aurora va écrire un message dans SQS qui va ensuite déclencher tout un ensemble de lambda qui sont orchestrés par Step Function, qui est d'ailleurs un service qui n'a pas la réputation qu'il devrait avoir parce qu'il est vraiment extraordinaire à utiliser. Et ces Step Functions, elles vont notamment dupliquer les données dans Elasticsearch pour optimiser nos infos de search. Elles vont stocker quelques objets dans Redis, dans Elasticache pour des récupérations plus rapides d'informations. Et elles vont pousser quelques infos dans le CRM, dans le respect du règlement européen sur les données personnelles, bien sûr. Et quand tout ça c'est bon, eh ben on s'est dit, tiens, on va envoyer l'email pour dire à l'utilisateur qu'il est bien inscrit, qu'il faut qu'il valide son compte. Donc on s'appuie sur SES, encore un service serverless, qui envoie un email à l'utilisateur. Et on pourrait refaire la chaîne, hein. L'utilisateur clique sur le lien pour activer son compte, paf, 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 il fait tout le chemin. Et ça marche pour beaucoup de cas d'usage. Voilà l'architecture simplifiée de notre application aujourd'hui qui gère nos 600 000 membres, nos 600 000 lecteurs inscrits et commentateurs. En chiffres, on constate différentes évolutions. Si on n'a pas constaté un énorme pic d'inscription, alors j'ai pas mis la stat là, mais on est à plus 13%, c'est pas énorme. Vu qu'on fait beaucoup de marketing et la rédac pousse vraiment l'engagement, plus 13%, on va dire que c'est pas le chiffre le plus impressionnant. Par contre, on a 87% de commentaires en plus par jour. Alors on va dire peut-être que c'est pas lié au fait que l'application soit serverless, mais qui permet d'avoir 87% de plus de commentaires par jour, c'est que nous, on est capable, en serverless, de brancher une nouvelle lambda qui met une nouvelle fonctionnalité, en enlever une qui ne marche pas, faire de l'A/B test. On est beaucoup plus souple pour réagir aux demandes soit de la rédaction, soit du marketing. Donc ça nous permet de mieux analyser l'engagement de nos lecteurs et de répondre à leurs demandes. Et puis, plus 432% d'interaction entre les membres, parce que c'est aussi important que les gens puissent parler entre eux. Aujourd'hui, sur 20 minutes, on peut répondre à un journaliste, mais on peut répondre à un autre lecteur, on peut s'abonner à un lecteur, être notifié quand un lecteur nous répond, etc., etc. Et là, on est vraiment sur le gros gain que nous a apporté cette application. 432%, c'est énorme. On part pas de zéro, hein. Si je vous mets la courbe des likes et des dislikes, vous voyez, on est entre 0 et 10 000 au départ, et la courbe est quand même assez parlante. Donc, c'est un engagement qui est pas négligeable pour 20 minutes, parce qu'à partir de là, ça nous permet de savoir qu'on peut itérer sur des nouvelles fonctionnalités pour nos utilisateurs, et qu'on va encore plus leur permettre de s'engager dans 20 minutes. Côté financier,
Je dirais presque que c'est... J'aurais peut-être pas pu mettre la slide parce qu'on n'est quasiment pas concerné par le sujet. Voilà la facture de cette application sur les 3 derniers mois. Donc je prends le mois le plus simple à faire de tête, en décembre, ça fait $600. En comptant que j'ai mis la facture intégrale de S3, dans S3, on a également l'archivage de tous nos journaux depuis le début de 20 minutes et bien d'autres informations. Donc voilà, $600, c'est une bouchée de pain, clairement, même pour 20 minutes, qui n'a pas un budget élastique. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est vraiment adapté à notre métier. Avant, on payait pour tenir face à des grands événements. Je sais pas, je pars souvent du but d'Antoine Griezmann contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu difficilement chez 20 minutes à ce moment-là, ce pic-là, même si on était très contents, et qu'on n'était pas tous devant nos ordi à ce moment-là d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on a quelque chose qui scale aux besoins. Typiquement, entre 2h et 3h du matin, si vous êtes 500 à être sur les services de 20 minutes, eh ben on n'a pas besoin d'avoir 2000 lambda qui tournent. Voilà. Si vous êtes 5 millions, c'est différent. Et ça s'adapte complètement, et on a réussi à jauger un petit peu notre facture, et à l'ajuster, et finalement, ce que disait Sébastien, payer en fonction de ce qu'on consomme. Et en chiffres, alors ça fait beaucoup de chiffres, mais aujourd'hui, tout ça, ça s'architecture autour de 40 lambda, un petit peu de 40 lambda. 10 step functions, qui ont chacune un rôle, donc on orchestre nos lambda en fonction des situations. 84 millions d'invocations de lambda, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, pour quelques centaines de dollars. Et temps de moyen de réponse, 56 millisecondes. Ce qui est important aussi de noter, ce que je n'ai pas écrit sur la slide là, c'est que du coup, on est capable aujourd'hui d'aller très profondément dans la fonction pour savoir combien nous coûte une fonction de code. C'est-à-dire que je pourrais vous dire aujourd'hui combien coûte le fait de cliquer sur le bouton « Je commente », je poste mon commentaire. Et ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas avoir avant. Et c'est des choses qu'on peut communiquer au marketing. Et les équipes marketing peuvent nous dire « Ok, ben, on a eu 3000 commentaires, mais ça m'a coûté tant, ça ne vaut pas le coup. » Voilà, c'est des choses, des curseurs qu'on a, qu'on n'avait pas avant. Et si on veut adapter, on peut juste enlever une brique et en brancher une autre. C'est relativement simple. En résumé, 20 minutes en serverless, bah déjà c'est que le début, puisqu'on va continuer à passer tous nos services en serverless. On a bien pensé tout microservice, donc possibilité de débrancher n'importe quelle brique. On est passé vraiment d'un monolithe qui faisait un peu tout et mal, avec beaucoup de régression quand il y avait un nouveau développement, à plein de petits services qu'on peut ajuster, corriger facilement. C'est économique, hein, vous l'avez vu, c'est facturé à l'utilisation. Je vous ai mis les vrais chiffres, hein, c'est quelques centaines de dollars, c'est anecdotique. L'autre coût auquel on ne pense pas souvent, c'est qu'au-delà de la facture de l'infra, ben, on paye moins de gens pour l'infogérance. Voilà. Alors, on n'a pas viré des gens, je vous rassure, mais ils font des choses beaucoup plus intéressantes et ils sont plus à se lever la nuit en cas d'astreinte. Et enfin, bah, c'est innovant parce que c'est quand même un nouveau paradigme de développement. Il faut penser son application pour le cloud. C'est facile de dire je veux faire du serverless, je veux que ça soit élastique. Il faut le penser comme ça, donc il faut que les équipes soient accompagnées dans cette démarche-là. Et il faut que aussi vos développeurs, j'imagine que vous dans la salle, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse, soient motivés par ce changement. Voilà. Merci. Merci Aurélien. Et souvent quand on parle de serverless, on parle de back-end, comme Aurélien l'a fait, comme ce sont les questions que vous vous posez également. Mais souvent on vient nous voir aussi en disant mais qu'est-ce que ça veut dire le serverless pour les développeurs front-end? Aurélien a mentionné React, a mentionné GraphQL, donc je voudrais creuser un peu sur ces deux mots-clés exactement et aller un peu plus loin là, et dire c'est quoi les obstacles du développeur front-end quand on se retrouve à devoir développer une nouvelle fonctionnalité en serverless. Et le premier obstacle, vous le connaissez tous parce que vous utilisez AWS, c'est de vous retrouver devant la console d'AWS avec plus de 160 services et de vous dire ok, où est-ce qu'on commence là, lequel est bon pour moi, il y a 14 bases de données, laquelle utiliser, ça peut être un peu intimidant, surtout au début. L'autre obstacle, c'est qu'il y a quand même pas mal de code à écrire pour configurer ces services. Vous avez entendu parler de Terraform, de CloudFormation probablement. Comment est-ce que vous configurez ces services correctement dans le cloud? Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir des outils qui nous donnent des défauts, des réglages par défaut? En anglais, on dit qu'ils sont opinionated, donc qui vous guident déjà dans une direction, qui implémentent certaines best practices pour vous, pour que vous ne deviez pas démarrer dans la console à partir de zéro en cliquant, en faisant du IAC
passer de l'infrastructure as click, évitez de faire ça, préférez l'infrastructure as code, qui est aussi IAC. Et un des outils qui permet de faire ça, qui vous permet de vous guider en tant que développeur front-end, c'est Amplify. Alors Amplify est un outil qui mériterait d'être plus connu chez AWS, comme les step functions. Je crois qu'il y a deux petites merveilles cachées, on n'en parle pas assez, c'est les step functions et Amplify. Alors Amplify, c'est un peu difficile à définir en un seul mot, donc je vais le faire en 2 ou 3 slides. Amplify, c'est quoi? C'est un ensemble d'outils et une ligne de commande qui vous permet facilement de provisionner des services serverless dans le cloud et de les intégrer dans vos applications. Donc c'est quelque chose qui s'utilise essentiellement depuis votre poste client, depuis votre laptop. Vous téléchargez la ligne de commande Amplify et dans votre projet, vous pouvez ajouter du stockage sur S3, vous pouvez ajouter une API, vous pouvez ajouter l'authentification utilisateur juste avec une ligne, Amplify add auth. Je mens, 2 lignes. La deuxième, c'est Amplify push. Et Amplify va générer un template CloudFormation. Donc un template CloudFormation, si vous n'êtes pas familier avec cela, c'est un texte qui décrit l'infrastructure côté serveur et va exécuter cette infrastructure côté serveur. Donc on va générer des services côté serveur pour vous avec Amplify. Et de nouveau, il n'y a pas de magie, on génère les templates CloudFormation, vous pouvez les voir, les analyser, les changer avant de les exploiter dans le cloud. Donc Amplify, c'est une ligne de commande, mais pas que. C'est également un ensemble de librairies que vous, développeurs front-end, vous pouvez intégrer dans vos applications front-end pour simplifier la communication avec le cloud, pour que vous n'ayez pas trop de code à écrire côté client et que vous puissiez parler à une API, parler avec du stockage, parler avec de l'authentification, donc invoquer des API, mais à plus haut niveau que l'API d'AWS. Et les librairies que nous fournissons sont compatibles avec la plupart des frameworks web app du marché. Vous reconnaissez les logos de Vue, de Ionic, de Angular, de React pour parler des applications web et évidemment les applications mobiles également avec Kotlin ou Java sous Android et Swift ou Objective-C sur iOS. Donc pour le reste de ce tour, je voudrais vous montrer vraiment comment ça marche. Alors je n'aurai pas le temps d'aller dans tous les détails parce que certains services mettent 10 ou 15 minutes à provisionner et c'est un peu lent. Je n'ai pas envie d'attendre ici 15 minutes devant vous, mais il nous reste 23-24 minutes ici et on va essayer de modifier une application React de base. Donc on va partir d'un truc vraiment de base, c'est le Hello World de React. React est un framework qui a été fait par Facebook pour créer des applications single page web, donc vous avez juste un HTML et un JavaScript, et cette application tourne sur votre poste client, elle va appeler des API dans le cloud pour fournir les fonctionnalités de votre application. Donc tout qui commence en React, installe React, suit un premier tutoriel et on vous génère une application comme ça c'est votre Hello World en React. Premier requirement qu'on avait de notre Scrum Master ou Project Master, vous vous souvenez au début, le premier slide de cette présentation, c'était de rajouter de l'authentification. Et donc après avoir initialisé le framework Amplify, on va rajouter de l'authentification. Comment est-ce qu'on rajoute de l'authentification avec Amplify? Juste avec une commande et une commande pour exécuter dans le cloud. Amplify add auth et Amplify publish. Alors quel est le service serverless qui permet de faire de l'authentification dans le cloud? Il s'appelle AWS Cognito. Et Cognito est un service qui permet de faire de l'authentification utilisateur. Donc c'est un service qui sécurise vos profils utilisateurs, le username, le password, les adresses email, mais qui est aussi capable de faire du one-time password, de l'OTP ou du multi-factor authentication, donc de demander quelque chose en plus que le mot de passe. Il y a aussi des API pour faire un sign-in, donc créer un compte, pour vérifier des adresses email, pour vérifier des numéros de téléphone en envoyant un SMS par exemple. Si vous devez coder tout ça par vous-même, vous en avez pour plusieurs semaines. Je ne parle même pas de l'aspect sécurité, de stocker les mots de passe de vos utilisateurs dans le cloud. Tandis que si vous demandez à Cognito de le faire pour vous, ben ça coûte ça. Ça, c'est côté client, pour générer l'infrastructure serveur. Et puis dans le code de votre application, évidemment, il faut tout petit peu changer 2-3 petites choses, il n'y a pas de miracle, mais ça peut être très minimal. Donc Amplify vous fournit une interface utilisateur. Donc si vous n'avez pas eu envie de développer votre propre interface utilisateur, dans Amplify vous pouvez simplement importer Amplify, importer la configuration qui va être générée pour vous. Je ne sais pas si je peux faire fonctionner ça par ici. Non, tant pis. Importer la configuration et puis simplement emballer, envelopper votre objet application avec une méthode qui s'appelle with Authenticator. Et ce faisant, vous réutilisez l'interface graphique
de Amplify. Je vais vous le montrer en vrai, on va essayer de le faire en vrai, j'espère que le réseau fonctionne bien. Ici j'ai un IDE qui s'appelle Cloud9, c'est un outil de développement qui est dans le cloud également, c'est une instance EC2. Et j'ai mon projet Amplify Node, c'est ma petite application React de base que j'ai juste démarré ici avant de démarrer cette session, et on peut faire un preview de cette application. J'ai un tout petit peu changé, il y a un banner au-dessus. Le preview tourne dans le cloud également, mais on peut aussi le voir dans un browser tout à fait normal, et donc utiliser tous les outils de développement du browser pour accéder à cette preview. J'ai déjà fait l'Amplify init parce que ça prend quelques minutes, donc faisons l'Amplify add auth. Est-ce que c'est assez grand? Est-ce que vous voyez dans le fond? Non, dans le fond on ne voit pas bien. On peut essayer de zoomer un peu, mais je ne pourrais pas zoomer de trop, sinon je n'arriverai plus à taper mes commandes moi-même. Donc Amplify add auth, il va nous demander si on veut utiliser la configuration par défaut, parce que c'est une démo, je dis oui. Et puis, on peut fermer ça, ça fera un tout petit peu de place. Et puis, on peut faire simplement Amplify push. Et si je fais Amplify Push, il me dit attention, je vais créer un service d'authentification, est-ce que vous êtes d'accord? Je dis oui. Donc ici, il a généré des templates CloudFormation qui sont visibles dans mon projet, que je pourrais éditer éventuellement. Et après avoir généré ces templates CloudFormation, il est en train de créer une infrastructure pour l'authentification des utilisateurs dans le cloud. En gros, il est en train de créer un Cognito User Pool et de le configurer avec des défauts qui ont du sens en matière de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de créer ici? Il crée un User Pool Cognito, et Cognito fournit des API de bas niveau pour faire l'authentification des utilisateurs, l'enregistrement de nouveaux utilisateurs, le changement de mot de passe, l'oubli de mot de passe, l'authentification en multifactor, donc avec des one-time passwords, et éventuellement également du single sign-on, soit au départ de Cognito vers d'autres services, soit au départ d'autres services venant vers Cognito. Donc du single sign-on dans les deux sens. Quels sont les autres services? Vous allez me dire, n'importe quoi qui respecte OpenID, presque n'importe quoi qui respecte OAuth 2.0, typiquement login with Facebook, login with Google, que j'ai vu sur ta copie d'écran également, login with Amazon, évidemment, pourquoi pas, presque tout le monde a un compte sur Amazon Retail également, ou Samuel, qui permet de faire de la fédération d'utilisateurs avec votre Active Directory d'entreprise en installant le module ADFS. Optionnellement, comme je l'ai dit, vous pouvez rajouter une interface graphique là, vous pouvez la customiser un tout petit peu avec des style sheets, mais si vous voulez être en charge de l'interface graphique, vous pouvez le faire et simplement utiliser les API de bas niveau fournis par Cognito User Pool. Donc le temps que je vous explique tout ça, en général, il a créé le service dans le cloud. Ici, pas de chance, il ne l'a pas créé. Mais c'est pas grave, j'avais prévu ça. Donc j'ai une application qui est déjà déployée ailleurs. Et ça, c'est l'écran de login par défaut qui est fourni par Amplify. Si vous voulez créer un compte, vous pouvez créer un compte, rentrer un username, un mot de passe. Je peux vous agrandir ça un peu. Par défaut, il va vérifier l'adresse email. Donc vous allez recevoir un email avec un code. Vous devez taper le code pour créer le compte. Le numéro de téléphone, par défaut, n'est pas vérifié, mais vous pourriez imaginer de faire la même chose. Donc ici, sur cette application qui est déjà déployée, j'ai déjà mon nom d'utilisateur et je peux me connecter. Et c'est une application de prise de notes très très basique. Si vous êtes designer graphique, ne lancez pas de tomates maintenant, mais vous pouvez dire Hello Paris par exemple et aller rajouter quelque chose. Et je vais vous montrer comment fonctionne quelque chose juste après. Donc vous avez le sign out et vous avez le sign in. Il faut que je me reconnecte. Tink, avec. Donc ça, c'est ajouté automatiquement pour moi. Voilà, ici, ça a été fait. C'est fini. Je pourrais avoir exactement la même chose dans mon application ici. La seule chose que je dois faire, c'est changer mon code source de mon application. Évidemment, je n'aime pas taper du code devant vous, donc je fais simplement un checkout. Et si on recharge l'application, elle devrait afficher l'écran d'authentification. Je pourrais créer un compte, etc. Je ne vais pas le faire à cause du temps qu'il nous reste.
La deuxième étape dans une application, c'est d'ajouter des API, évidemment. Alors là, vous avez plusieurs choix. Il y a des API REST et il y a des API GraphQL, dont Aurélien a parlé également. GraphQL est un nouveau mode de faire des API qui met plus le focus sur le développeur du front-end et un peu moins sur le back-end. Ça permet au développeur du front-end de contrôler les données qu'il va demander au back-end. Beaucoup de développeurs JavaScript disent que GraphQL, c'est la technologie qu'ils veulent apprendre, 62% dans cette étude de fin 2018, et 35% disent qu'ils veulent apprendre Apollo, qui est l'implémentation open source de GraphQL. Donc vous pouvez quasiment faire la somme des deux là, pour atteindre 90% des développeurs JavaScript qui veulent apprendre GraphQL. Donc GraphQL, c'est quoi? C'est un langage pour interroger des données, c'est un langage pour vos API. Et c'est un langage qui est fortement typé, c'est la grande différence avec REST, il y a un type, on manipule des objets, ces objets ont un type. Pourquoi ça a l'avantage d'être typé? C'est quoi l'avantage d'être typé? Ça veut dire qu'on peut faire de l'introspection et qu'on peut générer du code automatiquement. Et Amplify utilise ça sur GraphQL. Amplify va aller regarder le type de votre API et va générer automatiquement une librairie cliente pour mettre dans vos applications iOS, Android ou web pour interagir avec le serveur. Donc le type, c'est le point de départ de GraphQL. Ensuite, vous avez les opérations qui sont soit des queries pour lire des données, soit des mutations, mutation, qui, comme le nom indique, c'est pour modifier les données, create, update ou delete. Quelque chose de différent entre GraphQL et REST, c'est les subscriptions. Les subscriptions, ça permet que le client dise au serveur « et préviens-moi s'il se passe quelque chose sur le serveur ». Par exemple, j'aimerais bien recevoir une notification quand une nouvelle note a été créée sur le serveur. Et peu importe qui crée la note, le serveur va pousser des événements vers le poste client. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise l'application Facebook mobile dans la salle? N'ayez pas honte, moi je peux dire que oui. Vous savez, quand vous commentez quelque chose, vous voyez 3 petits points quand quelqu'un d'autre commente la même publication que vous êtes en train d'écrire sur la publication. Et puis tout d'un coup, quand la publication est faite, pop, elle apparaît sans que vous ayez à rafraîchir, à changer de page, etc. C'est la technique que Facebook utilise. Je ne suis pas en train de vous dire, n'allez pas mettre sur Twitter que Sébastien a dit que Facebook utilise AWS, mais il utilise GraphQL. C'est la même technologie qui est utilisée par Facebook pour faire cela. C'est la technologie que 20 minutes utilise, en tout cas GraphQL est utilisé également aussi. Côté client, côté développeur, je dis voilà, je veux faire la query getPost et je veux retrouver l'ID, le title, le comment, l'auteur, etc. On envoie ça à un serveur GraphQL quelque part dans le cloud qui va aller chercher les différents éléments sur des backends et puis qui va renvoyer le JSON et uniquement les champs qui ont été demandés, contrairement à une application REST où on va vous renvoyer tout ce qui a été prévu par le développeur de l'application REST. Ici, c'est le client qui demande à recevoir les champs dont il a besoin pour remplir son écran. Comment créer une API GraphQL sur Amplify? Vous commencez à connaître le schéma, c'est Amplify Add API et Amplify Push. Il va vous demander quelques questions, notamment quel est le schéma que vous voulez utiliser. Et à partir de simplement le schéma comme cela, ok, j'ai perdu l'écran là, je crois que c'est... I lost the screen there. Je pensais que vous n'aviez plus d'image non plus derrière, c'est pas grave. Donc en donnant simplement le type là, et quelques annotations, regardez les titres avec les @model, @auth, Amplify va générer toute une API et une base de données pour moi pour pouvoir utiliser cette API. Donc @model, ça dit à Amplify que c'est un modèle et donc que j'ai besoin d'une base de données. Il va créer une table dans DynamoDB automatiquement. Et @auth va sécuriser cette API pour dire les gens qui pourront lire des notes, ce seront uniquement les gens qui ont créé ces notes. Si moi j'ai créé une note, je peux la lire, la modifier, mais vous ne pourrez pas voir mes notes ou vous ne pourrez pas modifier mes notes et je ne pourrai pas modifier les vôtres. Et donc toute cette configuration va être générée automatiquement par Amplify avec ces deux commandes, Amplify @note et Amplify add et Amplify publish. Quand on fait ça, Amplify crée une instance d'un service qu'on appelle AppSync, un service serverless, qui est un serveur GraphQL dans le cloud. Donc on va configurer une table dans DynamoDB, on va configurer une data source, c'est le concept de AppSync pour pouvoir accéder à des données. On va générer
toute une série d'API pour créer une note, pour effacer une note, pour modifier une note, pour faire des recherches de notes, pour obtenir une note en partant de son ID, et entre les deux, entre les schémas et les data sources, ce qu'on appelle des resolvers, c'est un concept GraphQL. En gros, ça veut dire, le resolver, c'est la petite pièce de code qui va prendre ce qui a été envoyé par le client, transformer la requête de manière à ce qu'elle soit compréhensible par la data source et l'envoyer à la data source. La data source va répondre, dans ce cas-ci c'est DynamoDB, donc il va renvoyer un JSON. Ce DynamoDB, ce JSON va être transformé par le résolveur de sortie et repassé au client de ce côté-là, donc les résolveurs. Dans AppSync, les résolveurs ce sont des templates, il n'y a pas de code, il y a certains serveurs GraphQL où c'est du code, Node.js ou JavaScript qu'il faut écrire, et chez nous c'est des templates, on utilise Apache Velocity, qui est un langage de template pour JSON, donc on fait de la transformation de JSON sur le chemin entrant et sur le chemin sortant. Le résultat, vous le voyez dans la console AppSync, si vous allez sur AppSync, je voulais vous montrer la partie code du résultat, parce que comment on peut appeler cette API, Amplify génère le code client pour vous. Donc Amplify va générer une librairie compatible avec Vue, Angular, iOS, Android, le front-end que vous êtes en train de développer. Et vous pouvez, essayer de vous montrer le code, git checkout, hop, et on va prendre ça. Et vous pouvez intégrer ce code de façon extrêmement simple dans votre application. Je suis en train de chercher la petite ligne qui va bien. Voilà, la ligne pour ajouter une note, par exemple. On vous donne un objet API qui est préconfiguré pour aller sur votre endpoint avec la sécurité, avec les tokens générés par Cognito, pour s'assurer que uniquement les utilisateurs authentifiés puissent accéder à cette API. Et vous créez un objet GraphQL Operation et on vous génère aussi toutes les queries qui ont été définies dans votre modèle. Donc ici, c'est une query pour créer une note, et puis on passe l'objet qu'on veut créer en base de données. Donc une ligne de code permet d'appeler cette API. Évidemment, c'est un appel HTTPS, donc c'est asynchrone. Donc en Node.js, vous pouvez utiliser async and await, comme tout le monde le fait maintenant en JavaScript. Non ? S'il y en a qui ne le font pas encore, je vous encourage vraiment à regarder cela. Ça rend votre code beaucoup plus lisible et plus facile à maintenir. Donc ça, c'est l'intégration côté client. Imaginez que la demande suivante de votre product manager soit de faire de la recherche. Et j'aimerais bien pouvoir rechercher, parmi toutes les notes que j'ai tapées dans mon application, j'aimerais bien rechercher celle où il est marqué Paris ou Bruxelles, faire du full text indexing avec de la recherche. Comment est-ce que vous faites ça en Amplify dans votre application web ? Très facile, vous rajoutez un mot-clé dans votre modèle, vous rajoutez une annotation qui dit searchable, et puis vous faites Amplify push. C'est tout. Qu'est-ce que ça va faire? Attention, vous vous souvenez où est-ce qu'on avait laissé notre schéma là, avec AppSync, avec les queries, les resolvers, les data sources et DynamoDB. Simplement rajouter searchable, Amplify va générer un peu d'infrastructure complémentaire. Amplify va rajouter un cluster Elasticsearch. Un cluster d'un seul nœud, évidemment, parce que c'est du dev, mais vous pouvez scaler ce cluster et configurer de l'autoscaling pour ce cluster. Il va créer une fonction lambda qui va être déclenchée pour tous les changements dans DynamoDB. Donc c'est un trigger, comme mon grand-père le faisait sur les tables Oracle avant. C'est la version moderne du trigger. Quand quelque chose change dans DynamoDB, la lambda se déclenche et va indexer Elasticsearch. Donc il va utiliser l'API d'Elasticsearch pour dire j'ai un nouveau document à indexer. On va aussi changer le schéma, on va rajouter une API SearchNote qui permettra à vos clients d'appeler Elasticsearch, et on va rajouter les bons résolveurs et la bonne data source pour aller sur Elasticsearch. Un mot, une commande à taper, Amplify push, et tout ça se génère automatiquement dans le cloud. En réalité, ça va prendre un quart d'heure, 20 minutes, parce que la création du cluster prend pas mal de temps. Donc soyez patient, sortez, allez prendre un café, revenez, prenez l'air, et quand vous revenez, en principe, tout ça devrait fonctionner. Enfin, la dernière étape, c'est de déployer votre application. Aurélien l'a mentionné, le meilleur moyen de déployer une application en HTML, une single page application, une application qui est exécutée dans le poste client en JavaScript, c'est S3. S3 parle HTTP, HTTPS, votre browser parle HTTP, HTTPS, c'est un lien qui semble évident. Donc vous pouvez créer des buckets S3 et les configurer pour qu'ils se comportent comme des serveurs web. C'est le moyen le plus cost-effectif, on dit en anglais, le moins cher d'héberger une application
web. Vous n'avez pas besoin, pour servir des pages statiques web, d'avoir 2 instances EC2 dans 2 zones de disponibilité disponibles, avec un load balancer devant, avec de l'autoscaling et des choses comme ça. Et vous devez maintenir du Linux ou du Windows et mettre les patchs à jour et patcher Apache et monitorer pour s'assurer qu'Apache ou Nginx ne tombe pas et le redémarrer, etc. Non, vous déposez vos fichiers sur S3, vous configurez S3 pour délivrer ces fichiers. N'oubliez pas qu'S3 est serverless, donc vous payerez pour la quantité d'objets, de données, c'est-à-dire quasiment rien, à moins que vous ayez des grosses vidéos, mais pour de l'HTML, du JavaScript et du stylesheet, quasiment rien. Et vous payerez aussi pour les requêtes, la quantité de requêtes HTTPS qui seront envoyées à S3. Comment est-ce qu'on rajoute du hosting avec Amplify? Amplify add hosting, vous donnez le nom du bucket. Et là, il y a un piège, il va vous demander, est-ce que c'est de la dev ou du prod? Quelle est la différence, vous allez me dire? En dev, on crée juste un bucket S3 et on met ce bucket S3 public. Chez nous, un bucket S3 public sur un compte Amazon interne, ça réveille la moitié de la Terre, parce qu'on a des systèmes qui vérifient ça pour s'assurer qu'on ne crée pas de bucket S3 public, et je vous conseille de ne pas faire de bucket S3 public. En prod, ce qu'on crée en plus, c'est une distribution CloudFront. Donc CloudFront, c'est notre Content Delivery Network. Donc le bucket, il vient privé, et on autorise uniquement CloudFront à aller chercher le contenu sur votre bucket. CloudFront met un cache à proximité de vos clients, donc on a plus de 160 endroits, des points de présence dans le monde, dans les principales villes du monde. Il y en a ici à Paris, il y en a à Marseille. Et quand le client appellera votre URL, il sera redirigé sur l'endroit de cache le plus proche de lui, de manière à ce qu'on puisse servir le contenu avec une faible latence. Et si l'objet n'est pas dans le cache, CloudFront ira le chercher sur S3. Si l'objet est dans le cache, il le sert, et vous réglez évidemment les temps de cache, combien de temps vous voulez garder ces objets dans le cache. Petit conseil, si vous faites du développement, mettez le temps dans le cache à 0, parce que sinon quand vous rafraîchissez la page, CloudFront n'ira jamais chercher sur S3, et vous pouvez passer 10 minutes à rafraîchir avant de voir les changements que vous avez publiés. Je peux vous montrer comment ça marche. Je ne vais pas le faire de nouveau parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais montrer le résultat. L'application que j'ai montrée tout à l'heure, qui est sur cet écran-là, si vous regardez l'URL, c'est bien un ID de distribution CloudFront avec une adresse cloudfront.net, et évidemment vous pouvez amener votre propre nom de domaine, et masociété.com, vous pouvez cacher ça dans un DNS. Donc ici on a l'API qui permet de créer des notes. J'ai créé Paris, qui permet d'effacer des notes, on va effacer Bruxelles, et qui permet de chercher dans mon cluster Elasticsearch, pour n'avoir que Paris. Et je vous ai dit que je n'étais pas designer graphique, donc il faut effacer la recherche pour réafficher la liste totale, pour avoir la totalité de la liste. Attention, avec Elasticsearch, ce n'est pas un service serverless au sens où je l'ai défini avant. Il y a des instances EC2 qui sont générées et vous les payez à l'heure. Donc ça ne répond pas du tout à la définition de service serverless que j'ai donné avant. C'est le seul service que j'ai utilisé dans cette démo qui n'est pas serverless. Si vous essayez cette démo vous-même, je vais vous donner le GitHub en dernier slide. Pensez à éteindre Elasticsearch avant d'aller dormir le soir, parce que sinon ça va vous coûter un peu d'argent et je serais vraiment désolé pour ça. Avant de terminer, voyons 2-3 conseils pour devenir ceinture noire avec Amplify. Là maintenant vous êtes ceinture marron, on va passer à l'étape suivante. 2 choses encore. Amplify s'adapte à vos cycles de développement. Si vous avez plusieurs développeurs, il est très probable que quand un développeur essaye une nouvelle fonctionnalité, il fasse un git checkout, il crée sa propre branche, il travaille dans sa propre branche avant de remerger sur la branche principale. Amplify comprend ça et peut créer un environnement dans le cloud par développeur, par branche en fait. Donc si vous avez des branches de test et des branches de développement, vous voulez évidemment utiliser des buckets S3, des API, des Cognito User Pool différents pour test et production. Il suffit d'avoir des branches différentes dans GitHub et Amplify va gérer des environnements différents. Il sera capable de passer d'une branche à l'autre et de modifier les environnements sur la bonne branche, donc pas toucher à votre environnement de prod quand vous êtes en train de faire des modifications sur votre environnement de développement. Donc Amplified Checkout est le nom de l'environnement et Amplified Add est le nom de l'environnement.
L'autre type, c'est pour la distribution. Amplify contient une chaîne de continuous integration, continuous deployment, d'intégration continue et de déploiement continu dans le code. Donc dans la console AWS, vous tapez Amplify pour aller trouver la console Amplify. On va vous demander quelle est la source de votre code, GitHub, Bitbucket, GitLab ou évidemment AWS Code Commit, qui est notre version managée d'un repository Git. Il va détecter le type de projet tout seul, React, Vue, etc., construire un script de build automatiquement et être capable de déployer automatiquement votre projet sur le bucket S3 que vous avez créé avant. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous faites un changement et que vous le committez sur Git, automatiquement, il va lancer le build, il va vous donner le statut du build. Si le build va bien, il passe à l'étape suivante qui est de prendre un screenshot de la première page de votre application pour s'assurer qu'effectivement la première page de l'application est correctement affichée et il va déployer ça automatiquement sur votre bucket S3. Donc sans aucune configuration et à très faible coût, vous pouvez créer des chaînes d'intégration continue et des chaînes de déploiement continu en utilisant la console Amplify dans le cloud. Voilà. J'espère qu'Aurélien et moi, on vous a convaincu pour passer au serverless. Aurélien vous a montré l'aspect serveur, les chaînes qu'il y a moyen de faire en enchaînant des fonctions lambda, en utilisant SQS. Moi, je vous ai montré l'aspect client et l'outil Amplify qui permet d'intégrer justement les services que vous avez déployés dans le cloud, aussi bien en les provisionnant pour vous qu'en créant, en générant du code, des librairies que vous pouvez intégrer dans vos applications front-end pour pouvoir très facilement appeler des API, ajouter de l'authentification, ajouter du hosting, et puis si vous devenez Black Belt, ceinture noire de Amplify, pour pouvoir faire de l'intégration continue et du déploiement continu sur Amplify. Donc ce qu'on a fait, c'est rajouter de l'authentification avec Cognito User Pool, rajouter une API GraphQL avec AppSync et DynamoDB, rajouter du full text, et je le répète, attention, ce n'est pas du serverless, vous payez à l'heure pour votre cluster Elasticsearch, donc ne jouez pas trop longtemps avec ça si vous n'en avez pas besoin, et déployer l'application en serverless sur S3 et CloudFront. Si vous voulez voir le code de cette application et la tester vous-même, vous allez sur mon GitHub, Sebsto, comme Sébastien Stormac, S-E-B-S-T-O, et vous retrouverez Amplify React Workshop. Tout le code a été publié là, vous pouvez essayer cela par vous-même. Donc allez-y, j'espère qu'on vous a inspiré, construisez, impressionnez-nous, impressionnez vos clients, construisez de nouvelles applications et améliorez vos applications existantes. Merci.